Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de MEDEF TV, Génération Entrepreneur, où nous accueillons aujourd'hui 4 entrepreneurs. Nous commençons par Sandra Legrand, la présidente de Canal CE, Ludovic Huitorel, le président de Feralco, Jacques Parent, Accomplice, et Thibaut Langsade à ma gauche, Acoba. Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui aux universités d'été du MEDEF. Sandra, le thème cet après-midi c'est B comme business, mais j'ai envie de vous dire B comme réseau. Je sais que vous êtes une femme de réseau, vous êtes la vice-présidente de Croissance Plus, vous êtes également au conseil d'administration des journées d'entrepreneurs, vous êtes au G20 des jeunes entrepreneurs. Est-ce que le réseau est une arme dans le business aujourd'hui ? Oui, effectivement, réseau veut dire business pour moi et je pense que c'est à la fois un moyen de trouver des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, de rencontrer les médias, de rencontrer quelques hommes politiques intéressants, des grands patrons. Donc c'est un moyen à la fois de moins s'isoler, parce qu'on sait bien que le chef d'entreprise est un peu isolé quelquefois. C'est un moyen de se former, de grandir, de s'ouvrir l'esprit, et puis c'est un moyen, comme on dit, de faire des rencontres intéressantes et puis derrière d'aboutir à du business. Donc c'est vrai que pas plus tard qu'hier, j'étais justement en train de me dire, moi je le fais beaucoup, je pense que ça fait partie du rôle des chefs d'entreprise, et quand je dis combien de temps ça me prend, effectivement c'est au moins 25% de mon temps. Alors c'est souvent du temps off, hein, c'est pas toujours les après-midi et les matinées, c'est plutôt petit déjeuner, cocktail et le soir, donc il faut être prêt à y mettre un petit peu du temps off, comme on dit, hein, un peu de sa vie privée, mais globalement, ça ramène aussi facilement 30% de business. Donc, pas plus tard qu'hier, j'étais avec mon G30, vous voyez, j'ai un G8 qui est mon comité directeur, et j'ai créé le G30 qui est le comité élargi, et je faisais un petit atelier réseau en essayant de faire passer un peu cet état d'esprit, ou en tout cas ces réflexes, pour leur dire: allez-y, lancez-vous, allez vers les autres, sortez de votre zone de confort et allez rencontrer d'autres personnes dans votre univers et dans l'écosystème dans lequel vous vivez. Alors je me rappelle une petite confidence, l'une des premières fois où je vous ai vu, vous disiez voilà, le réseau est important et il faut savoir donner à son réseau sans attendre un retour immédiat. Comment on sait à quel point il faut qu'on donne à son réseau, si on va donc dans le bon sens, si on est donc dans les bons réseaux? Comment un entrepreneur doit s'y prendre par rapport à son réseau? D'abord, il y a une première règle qui dit qu'on ne récolte que ce qu'on y donne. Donc, il faut effectivement être généreux, c'est quand même la première qualité qu'on doit avoir, pour effectivement commencer plutôt à proposer des services, à proposer de mettre en contact un certain nombre de personnes, à part des mails croisés. Internet a beaucoup changé. Avant, il fallait appeler en disant « Tiens, voilà, je t'appelle de la part d'un tel, il va t'appeler », et après on rappelait en disant « C'est bon, vous pouvez y aller ». Donc aujourd'hui, on fait un mail croisé et le contact se crée plus facilement. Je pense qu'il faut aussi être prêt à intervenir dans des tables rondes, dans des interventions diverses et variées. Enfin, il faut beaucoup donner. Et puis le ROI, comme on dit, le retour sur investissement, il se fait dans le temps. Il faut être prêt à être un peu patient parce que c'est pas automatique. Et je pense que c'est un cercle vertueux voilà. Et comme on dit, le réseau ne s'use que quand on s'en sert pas. Voilà. Donc autant le faire et l'entretenir régulièrement. Je rebondis par rapport au réseau, donc Thibaut Langsade. Donc vous êtes le président de Acoba, vous êtes le premier établissement de paiement qui surfe sur la déréglementation des établissements bancaires. Alors vous avez vécu, vous avez une idée que je trouve assez géniale avec BFM, justement sur cette notion de réseau. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous aviez fait? Alors, l'histoire est assez simple pour Acoba. On a souffert, comme beaucoup d'entreprises, pour renforcer nos fonds propres. Donc, on avait besoin de lever de l'argent pour nourrir nos ambitions, renforcer nos investissements. On est arrivé en 2009 dans une période qui était très difficile, qui était la période de la crise, qui se prolonge d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, après avoir suivi un parcours classique auprès des business angels, fonds de private equity, on a eu beaucoup de difficultés à lever de l'argent. On cherchait 2 millions, on n'a pas réussi. Et
par le réseau, par les différents contacts qu'on a pu avoir. On a eu une opportunité pour passer sur BFM, une tranche très écoutée vers 7h30. Et on a lancé un cri d'alarme en disant voilà, on cherche des investisseurs. Il y a la loi TEPA qui vient d'être mise en place et tous ceux qui ont un peu d'ISF peuvent investir en direct dans une entreprise. On a quitté le studio et je crois 10 minutes après un appel sonné, je croyais que c'était un copain qui me faisait une blague, je dis bah arrêtez, ridicule. Et en fait compte, on a levé 1 million d'euros en l'espace de 15 jours. 1 million. Donc, 1 million. Alors on a une centaine d'actionnaires maintenant à notre capital qu'il faut quand même gérer. Ouais. Et là, je me dis mais c'est vachement fort ce qui vient de se produire. Et donc dans une démarche un peu de partage, je me dis mais finalement cette opération peut être proposée à d'autres. Et donc ça a été d'expliquer cela à BFM en disant mais vous avez globalement un vivier extrêmement fort, un potentiel très fort qui permet d'aider les entrepreneurs. Et donc on a créé un comité d'experts, dont Sandra a fait partie, qui était de sélectionner des dossiers, mais la sélection des dossiers qui a été faite était essentiellement pour mesurer l'engouement, la niaque de l'entrepreneur sur son idée, plus que la tangibilité, la véracité de son business plan. Et donc on a plutôt jugé savoir s'il était éligible au dispositif TEPA, globalement ce qu'il y avait derrière, mais surtout son engagement. La première édition, une vingtaine d'entrepreneurs et on a levé 4 millions d'euros. On dit on fait de compte, combiné avec les 20 entrepreneurs, une opération qui s'est démultipliée. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement un entrepreneur... Et donc les 4 millions, c'est à chaque fois avec des petits porteurs. Le ticket moyen sur les 4 millions, c'est combien Le ticket moyen du TEPA est aux alentours de 4 000 euros. Ouais. Et puis il y a le phénomène boule de neige, parce qu'il n'y a pas eu que du TEPA. Après il y a des fonds qui se sont mêlés, il y a des business angels. Alors il y avait le côté vu à la télé, qui évidemment a participé au succès. Mais surtout, ce qui a été très fort, c'est que l'auditeur de BFM, dans sa voiture, ou chez lui en train de prendre son petit déjeuner, s'est dit tiens, je peux mettre un peu d'argent et investir en direct. Mais alors, est-ce que justement, ce qui est marrant, c'est que maintenant, des fonds ont joué le jeu quand à la base vous faisiez ça parce que les fonds ne vous prêtaient pas d'argent. Est-ce que vous pensez que ces fonds aujourd'hui jouent leur rôle justement auprès des entrepreneurs créateurs sur de l'amorçage ? Alors, il y a un problème structurel, c'est que d'abord, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les entrepreneurs de lever de l'argent quand on est dans une situation de crise. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et qu'ensuite, en France, d'une façon générale, mais ce sont des choses qui sont bien connues, le capital risque est quelque chose que l'on sait pas relativement bien faire. Donc il y a des structures de business angel, il y a des fonds de private equity qui savent financer un peu de capital risque, mais globalement, il n'y a pas suffisamment de fonds. Et donc il faut trouver des relais qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir renforcer leurs fonds propres, tout simplement de trouver de quoi amorcer leur activité. Et je pense que cette opération, au sens large, qui donne la possibilité à des acteurs contribuables de pouvoir investir en direct dans une entreprise est extrêmement fort. Jacques Parent, Accomplice. Donc là aujourd'hui, vous n'êtes pas venu ici pour nous parler de votre mariage dans 2 jours, mais en fait justement par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pensez que c'est lié à une administration trop complexe, qu'on a besoin de simplification administrative qui fait qu'on n'arrive pas à trouver l'investissement où il faut ? Où est-ce qu'on en est selon vous aujourd'hui par rapport à tout ça ? Alors sur la simplification administrative, je pense qu'on ne peut pas faire un raccourci direct avec la recherche de financement. La simplification administrative, c'est un chantier qui a été mis en œuvre depuis le mois de mars avec les assises de la simplification. Le MEDEF, les experts comptables, les commissaires aux comptes et toutes les instances représentatives de métiers ont fait des propositions au gouvernement qui ont été entendues. 80 propositions ont été faites, retenues et sont censées améliorer le quotidien du chef d'entreprise. Nous, ce qu'on voit chez nos clients en tant qu'experts comptables, c'est que les entrepreneurs trouvent qu'ils passent trop de temps à faire de l'administratif et à remplir plusieurs fois les mêmes données pour l'administration fiscale, l'administration sociale et toutes les demandes de subventions, ce genre de démarches qui leur prennent trop de temps. Donc pour nous, la mesure vraiment intéressante qui a été retenue par le gouvernement, c'est le coffre-fort électronique où chaque entreprise pourra déposer une seule fois les documents dont l'administration a besoin et chaque administration ira piocher dedans
Et l'entreprise pourra éventuellement modifier en cours de route, mais elle n'aura plus besoin de remplir 12 fois des formulaires pour différentes personnes. Avec le financement, ça me fait penser à quelque chose qui n'a pas du tout été abordé dans les assises. C'est les réformes qui sont faites au pied levé par le gouvernement et qui mettent souvent en difficulté certains jeunes entrepreneurs. Je pense à la réforme du statut de JEI qui a eu lieu au premier semestre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû arrêter leur recrutement de chercheurs, revoir tout leur business plan, puisqu'elles n'avaient plus les subventions nécessaires pour payer tous ces travaux de recherche. Alors c'est vrai que vous avez travaillé avec Génération MEDEF sur la préparation de besoins d'R2 et je crois que c'est quelque chose qui revient assez souvent de la part des entrepreneurs. Effectivement, c'est cette instabilité donc, du gouvernement où les entrepreneurs se disent est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que cette niche va sauter de main comme là on en parle énormément, par exemple il y a une petite frayeur sur la niche des services à la personne ou le lendemain donc Valérie Pécresse donc a démenti. Et ça, c'est quelque chose que vous sentez aujourd'hui donc dans Génération MEDEF, qui revient assez souvent? Alors c'est un sujet qui revient souvent, mais nous ce qu'on dit, alors là c'est plus à titre personnel, enfin à nos clients, on ne monte pas une société sur une niche fiscale. Ça ne peut pas marcher. Par contre, effectivement, il y a des nouvelles activités comme les services à la personne, qui sont, c'est l'immatériel, mais c'est une nouvelle forme d'immatériel, qui ont besoin d'un coup de pouce du gouvernement pour se lancer et pour devenir des acteurs et pouvoir se développer en France et devenir important avant d'être éventuellement doublé par d'autres pays. Ludovic Huittorel, donc vous dirigez l'entreprise Feralco, qui est une entreprise assez intéressante parce que vous êtes une entreprise européenne. Vous êtes présent en France, mais en Europe, en Afrique. Oui, tout à fait. Alors on parle du mammouth européen, pour rebondir un peu sur cette simplification administrative en France, est-ce que vous sentez aussi, vous à votre niveau, cette lourdeur administrative, cette simplification? Est-ce qu'en Europe on est mieux armé en général par rapport à ça? Alors, je pense que l'Europe aujourd'hui en tant que telle, elle existe, c'est un continent, ou du moins la partie d'un continent, c'est une réalité de monnaie, etc. Aujourd'hui, ça n'est pas une réalité économique. Feralco est une entreprise européenne par essence, parce que son management est européen, il est multiculturel, parce que ses ventes, aujourd'hui la France ne représente que 15% des ventes par exemple de Feralco, mais ça n'est pas légalement, ça n'est pas une entreprise européenne dans le sens où c'est plutôt une connexion d'entreprises nationales avec une holding de tête, chacune devant se dépêtrer, si j'ose dire, avec les contraintes administratives locales. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas forcément ni un blocage, ni une aide. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe se situe dans une position un petit peu comme sur beaucoup d'autres sujets, entre deux eaux, parce que ce n'est pas une structure figée. On n'est pas dans un État fédéral européen. On n'est pas non plus dans des pays qui sont totalement autonomes. Le lien européen, à mon sens, n'est pas encore assez fort pour permettre aux entreprises de jouer la carte Europe avec vivacité, je dirais. Quand on regarde l'actualité économique en Europe et en Afrique, on a l'impression que la Chine s'intéresse énormément à l'Afrique, rachète des terres, rachète des entreprises, et que la France a une politique aujourd'hui un peu vieille France sur le continent africain. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Feralco, dans le traitement de l'eau, est-ce que vous avez une relation V2.0 entre guillemets de ce que vous faites avec le continent africain? Alors la question c'est, est-ce qu'on a chargé le logiciel de la nouvelle donne mondiale? Au moins ça. Ce qui est sûr, alors c'est vrai que Feralco, les produits de Feralco participent à la potabilisation de l'eau pour grosso modo 130 millions de personnes, et principalement en Europe et en Afrique. De là forcément un œil sur l'Afrique, mais je pense que derrière votre question se cache quelque chose de beaucoup plus énorme, qui est que tout simplement depuis 10 ans et de manière encore plus accélérée depuis 3-4 ans, l'Occident, qui était un petit peu, je dirais, la puissance dominante, ou du moins qui tentait de dominer le reste de la planète, est en train de perdre pied par rapport aux 10 pays émergents, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, ou bien évidemment aussi l'Amérique du Sud qui grimpe un peu fort.
Et donc, ça nous impose de tout revoir, parce que passer d'un monde où, depuis 500 ans, les Occidentaux essayaient d'imposer leur vue, à un monde où il faut convaincre, où il faut partager, c'est bien évidemment un autre monde. En Afrique, il est évident que la France, de par une politique qui parfois a 40 ou 50 ans d'âge, mais l'Europe aussi, tout entière, perd des parts de marché, énormément. Alors est-ce qu'il faut copier la Chine? Moi je ne suis pas sûr du tout, parce que la Chine a une tendance qui est très particulière et très claire pour l'Afrique. Elle a tendance à considérer l'Afrique non pas comme un continent rempli d'êtres humains, mais comme une réserve de matières premières. Donc ce que fait la Chine, c'est qu'elle achète l'Afrique. Quand elle prend un business, la Chine a tendance à mettre ses propres salariés chinois en Afrique. Elle ne développe pas forcément l'emploi ou la croissance en Afrique. Donc ce que je pense, c'est que pour Feralco, mais plus largement certainement pour les entreprises européennes qui ont réellement une carte à jouer du fait de la proximité géographique, du fait de l'immense richesse de l'Afrique. Ce logiciel 2.0, il est nécessaire, ou 3.0, il est nécessaire, mais il passe d'abord par de l'écoute, du partage et convaincre. Et ce ne sont pas des mots uniquement éthiques, c'est parce que, à mon sens, le business et le développer de la valeur passera certainement pour les Européens par plus de partage, plus d'écoute, pour plus de développement. Pour rester un peu avec l'Europe, j'aimerais juste que donc, Thibaut Langstad rebondisse un peu sur ces problématiques de réglementation, parce que je sais qu'au MEDEF, vous avez été mandaté par Laurence Parisot sur les problématiques de Small Business Act. On en est où aujourd'hui sur le Small Business Act à l'européenne ? Alors, ça a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure par le ministre, M. Lefebvre. C'est un dossier qui est en train de reprendre de la couleur, puisqu'il va y avoir une nouvelle publication à Bruxelles, donc qui va reprendre, on va dire, les mesures qui ont été produites, de les peser. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle de Small Business Act, le problème c'est que c'est tellement vaste finalement on va retrouver toute la politique des PME, TPE. Bien sûr. Ça va de la simplification administrative à l'accessibilité au marché public, au renforcement des fonds propres et au capital risque. Là, il y a deux grandes tendances. On a parlé du capital risque, c'est un sujet qui concerne le Small Business Act. L'autre point qui est important, qui est l'accessibilité des PME au marché public. Aujourd'hui, il y a des barrières très contraignantes pour les entreprises, de formalisme, d'obtenir de l'information sur les marchés publics, qui nécessitent d'être travaillées. Une des propositions du Small Business Act, c'est de faire en sorte que, d'abord, vis-à-vis de certains pays qui appliquent des clauses de discrimination positive à l'égard de leurs propres entreprises, comme les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, le Japon, qui fait que tout marché public inférieur à 150 000 $, par exemple, aux États-Unis, est automatiquement réservé à une PME américaine. Sur un appel d'offres qui est supérieur à 150 000 $, les grandes entreprises doivent présenter des plans de sous-traitance embarquant des PME américaines. Premier point, c'est de dire on veut une clause de réciprocité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir des clauses qui permettent de privilégier nos entreprises. Mais le véritable enjeu du Small Business Act, c'est de faire en sorte que les marchés publics deviennent européens et que le terrain de jeu des entreprises, France une porte ouverte, devienne véritablement européen. Et donc, un élément qui est de faire en sorte que non seulement on puisse mettre des clauses réservataires pour les entreprises européennes auprès des marchés publics, et le second point, qui est un point extrêmement important, notamment sur les entreprises innovantes, de pouvoir mettre des clauses dans les appels d'offres qui fait que le caractère innovant qui est présenté puisse être jugé comme prioritaire dans le cadre d'un appel d'offres. Donc ce sont des clauses qui sont assez nouvelles et qui vont permettre de renforcer, on va dire, le taux de pénétration des entreprises européennes sur l'accessibilité des marchés publics. Mais alors en pratique, pour le simple entrepreneur que je suis et donc comme plein d'autres, donc quand est-ce qu'on va voir ce Small Business Act européen? Et donc comment on fera en pratique? Il y aura un site simple, un site européen, un site en anglais encore où certains entrepreneurs français vont devoir buter avec des... faut bien voir que ça s'infuse c'est un peu un sachet de thé dans le lotiette, c'est-à-dire que c'est à la vitesse de l'Europe. Après, c'est à chaque pays de développer plus rapidement et d'être précurseur. Donc là, la France a la volonté de créer un site global regroupant toutes les annonces pour faciliter la communication des marchés publics. Et donc ça doit être un chantier qui va être en ce moment avec un objectif 2012, qui sera déjà le premier signe finalement de rendre plus fluide le marché public.
après, on va basculer dans une dimension qui est beaucoup plus politique, qui est de mettre en place en quelque sorte cette clause de réciprocité, de remettre en perspective les accords de l'OMC qui interdit justement cette discrimination positive sur les marchés publics. Donc là, on rentre dans une, on va dire, dimension beaucoup plus politique qui va avancer au rythme de l'Europe. Donc vous au MEDEF aujourd'hui, vous avez un engagement donc, du gouvernement, comme quoi ce sera effectif en 2012. Alors ça a été annoncé tout à l'heure, c'est la volonté de le sortir en 2012, d'avoir ce site globalisé qui permet finalement de retrouver tous les appels d'offres disponibles, que ce soit les collectivités locales, territoriales. Canal CE pourra trouver toutes les demandes concernant finalement les CE des collectivités territoriales très facilement, peut-être plus simplement qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est à la dimension européenne dans un temps 2 et ça doit être mis en place en 2012. Sandra Legrand, alors vous avez écrit un super livre, Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément. Il est là. Je ne m'en sépare jamais. Voilà. Qui raconte d'une manière personnelle votre parcours d'entrepreneur au féminin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'être une femme entrepreneuse? Pourquoi on ne voit pas plus de femmes entreprendre? Alors moi je milite pour le contraire. Je pense que c'est, si ce n'est plus facile, en tout cas autant. Et je dirais que voilà, les femmes ont certaines qualités, sans partir dans des discours un peu théoriques, qui permettent d'être un bon chef d'entreprise, parce que la polyvalence, la rigueur, le travail, et d'ailleurs beaucoup d'études et statistiques prouvent que quand, messieurs, excusez-moi, il y a des femmes de façon au moins paritaire, mais en tout cas même prépondérante, dans des sociétés, elles sont plus performantes que quand il y en a moins. Donc ça prouve bien que, voilà, je pense que tout le monde a intérêt à avoir de la mixité. Moi, chez Canal C, on a 63% de femmes. Donc c'est pas de la discrimination positive que j'ai faite, mais il se trouve que j'ai embauché beaucoup de femmes et j'essaie par cette voie-là de développer un certain nombre d'idées de bien-être pour que les femmes arrivent un petit peu mieux, parce que la grande difficulté c'est ça, c'est concilier vie privée, vie professionnelle, parce que finalement les journées sont pas extensibles et quand on doit gérer un mandat de salarié ou de chef d'entreprise, un mandat de femme et d'épouse et puis un mandat de maman, souvent ça fait quand même 3 mandats en cumul et c'est vrai que 12 heures ça suffit pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a peu de femmes sur les conseils d'administration, c'est peut-être parce que quand on fait des bébés, forcément, ça retarde un petit peu la carrière, qu'on a une tranche entre 25 et 35 ans qui est un petit peu plus compliquée. Donc par exemple, est-ce que vous plaidez pour un quota de femmes dans les conseils d'administration? Je dirais que c'est toujours pareil, la loi c'est un petit peu un constat d'échec, c'est parce qu'on n'y est pas arrivé sans cette loi qu'on l'a mise en place, et moi je suis plutôt favorable parce que je dis que ça va au moins donner, ne serait-ce que déjà un regard, d'ailleurs on le voit bien, on était il y a un an à 10%, on est passé à 20% aujourd'hui dans les entreprises du CAC 40, donc ça veut bien dire que le fait d'avoir mis l'accent ou d'avoir mis le projecteur sur ce fait-là a boosté et a augmenté les chiffres. Donc je suis favorable à ce qu'on donne un petit coup de pouce pour en tout cas se dire, il faut qu'il y en ait plus, mais comment on prépare ça? Parce qu'il ne s'agit pas de dire on passe du niveau 1 au niveau 10 en étant au conseil d'administration. Il faut derrière préparer le management intermédiaire, le comité de direction, etc., exécutif, pour qu'après on arrive en conseil d'administration. Donc voilà, donc c'est toute une préparation, un accompagnement, une formation, et puis c'est accompagner la carrière des femmes dans les entreprises. Les ressources humaines ont un rôle là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore, donc concrètement, pour accompagner pour te donner l'envie aux femmes d'entreprendre? Je crois qu'il y a les services à la personne. Je pense que Brice, vous êtes bien placé, parce que je crois que vous avez une entreprise qui traite de ce sujet. Les services à la personne ont été une vraie aide pour les femmes, puisque ça nous permet de sous-traiter un certain nombre de choses, que ce soit le soutien scolaire, le ménage, l'aide à domicile, etc. Je pense que les politiques ressources humaines, comme la charte de la parentalité, que j'ai d'ailleurs signée, sont importantes aussi. Ça permet de trouver des bonnes pratiques, éviter les réunions le matin à 8 heures, aménager un peu le temps partiel, le télétravail. Il y a pas mal d'idées pour aider toute cette conciliation. Et puis je crois qu'après, il faut aussi donner de l'ambition aux femmes en leur disant, c'est possible, c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin, en disant c'est possible, c'est très générateur d'énergie, d'enthousiasme, et puis voilà, être une femme épanouie, c'est aussi être une femme qui fait une carrière. Vous avez eu des retours de femmes qui vous ont écrit en disant merci, c'est un beau témoignage, oui.
et je vais entreprendre, je me Ben, lance. c'est ce qu'on soupçonne pas quand on écrit un livre, parce que je l'ai écrit pour plus partager. Comme vous le dites, je fais partie de nombreux réseaux. Chez Croissance Plus aussi, on essaie de développer le nombre de femmes. On est une 50aine de femmes sur 400 entreprises, c'est pas assez. Donc on fait des déjeuners où on essaie de cautionner, de coopter un certain nombre de femmes. Et effectivement, écrire un livre, ça permet aussi d'avoir un vrai feedback. Et j'ai beaucoup de personnes, alors j'ai fait pas mal de conférences parce que j'ai été sollicitée, mais beaucoup de femmes qui m'ont envoyé en me disant « Ah, le livre nous donne de la pêche, nous montre que c'est possible. » Et même si on n'est pas Sandra Legrand, l'idée c'est de dire voilà, il y a une méthode, appliquez-la, voilà, appropriez-vous-la pour que vous puissiez éventuellement avoir un parcours, peut-être pas le même, mais le vôtre. Jacques Parent, alors vous accompagnez énormément de startups. Vous êtes d'accord avec ce constat ou dans les jeunes entrepreneurs que vous J'espère. voyez J'y pensais. vous avez des jeunes entrepreneuses qui sortent de l'école et qui en veulent Très peu. Très en fait, peu. dans les 2 événements qu'on sponsorise à travers la France, on a. Donc rappelez une juste minorité événements de parce que femmes. c'est assez intéressant. Donc Alors, il y a les Startup les Weekend. Startup Weekend qui sont à Télécom Paris. Entre autres, oui, qui circulent dans toutes les villes de qui France. sont en sur fait, toute l'île de France hein. et Depuis, ça circule aux le États-Unis. camping, hein, c'est ça, Le qui camping, est oui. dans le coin de la Bourse, à la dans le Bourse, Silicon voilà. Sentier. Voilà. Et donc nous, le cabinet Accomplice, on est partenaire de ces événements et on accompagne les entreprises sur tout le côté finance, gestion, prévisionnel dans leur développement. Donc vous avez des on a femmes très entrepreneurs peu de- qui vous disent ah moi j'ai peur, ça va donc compliquer plus tard si je veux me marier, avoir des enfants ou c'est Non, en général, elles n'abordent pas ce sujet tout de suite. Mais en création, il Mais faut savoir qu'il y a 10%, enfin il y a très peu de il y en a femmes, 30%, donc ce qui n'est pas négligeable, mais effectivement, dès qu'on fait de la croissance, on passe à 10% au niveau des femmes. Hein, Oui. donc les femmes créent, mais ne se développent pas assez. Voilà, alors c'est peut-être là, justement une question d'âge, peut-être qu'elles fondent une famille après avoir créé. Et peut-être de culture aussi, un petit peu dans le sens où quand on va vers le nord de l'Europe et vers la Scandinavie, je crois que la proportion de femmes dans les conseils d'administration en Norvège tourne autour de 48%. Parce Donc, qu'ils ont eu les lois avant nous. mais en Suède, elle est autour de 40% sans loi. Donc il y a aussi une évolution. Il y a une évolution. Je pense que la génération qui aujourd'hui progresse. parvient aux têtes des entreprises est forcément beaucoup plus empreinte d'égalité homme-femme et que tout ça va aller certainement dans le sens de voir beaucoup plus de femmes entreprendre. Oui, ce qui serait une bonne chose pour la France. Christine Lagarde le disait assez bien, il faut des rôles modèles, alors pas forcément de dire ben voilà, imitez-nous, mais en tout cas il faut donner des exemples de réussite qui permettent de se dire voilà, pourquoi pas moi, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Les ingrédients pour réussir sont assez simples. Pour conclure, un petit mot, un petit tour de table rapide, B comme business. On est dans une bonne année, on est dans un bon train en ce moment. Vous êtes encore fiers et heureux donc d'entreprendre en France. On est sur un. Vous avez un petit commentaire à faire de tête conclusion. Sandra, Ludovic, on va commencer par ce petit tour de table. Je dirais que nous, on a budgété à peu près 40 recrutements cette année. Donc pour le moment, j'en ai finalisé 10 et je ne remets pas en cause les 30 autres. Donc voilà, je suis plutôt confiante dans l'avenir. Aujourd'hui, Canal CE, c'est 200 personnes, on fait 60 millions de chiffres et on travaille avec des comités d'entreprise qui aussi voilà, ont toujours envie de consommer, de développer. Donc, Ludovic oui. Huitorel. Je pense que l'avenir est fabuleux. Je le dis d'entendre volontairement ça. comme C'est ça. bien Oui, d'entendre parce ça. que nous croulons sous les mauvaises nouvelles. Alors bien évidemment, il y a quelques nuages qui s'amoncellent, en particulier en Europe, l'effet de la dette, etc., etc. Mais je pense que c'est une formidable occasion justement pour se remettre en question, pour se renouveler. Du côté de Feralco, on a beaucoup d'opportunités de croissance et d'acquisition dans les mois et les années à venir. Donc moi, je vois l'avenir avec optimisme, avec des efforts, mais avec optimisme. Et à ma gauche, Jacques Parent, donc et Thibault Langsade, vous en êtes où? Vous êtes Alors, nous, chez Accomplice, on est beaucoup plus petits, mais Ouais. on prévoit quand même de continuer à recruter cette année. Et puis quand on voit toutes les startups qu'on accompagne, on a une quarantaine aujourd'hui, sont encore des entrepreneurs en herbe et qui n'ont plus peur de l'échec, contrairement à peut-être des générations précédentes. Donc on est totalement confiants. Alors nous on était 13, on est passé à 20, mais on est extrêmement positif et sur les mois qui vont arriver compte tenu de l'activité qui réellement démarre. Mais d'une certaine façon, tous les entrepreneurs que je vois ne sont pas démoralisés, contrairement à ce qu'on peut le penser par l'environnement ambiant, sont extrêmement confiants et en tout cas font preuve d'une énergie absolument incroyable pour affronter les mois qui arrivent. On n'a pas le temps et on n'a pas le choix Exactement. de démoraliser. Il faut le y temps, on n'a aller. pas le choix. Action. Bon, action. Action. Bon, voilà. Donc en tout cas, merci pour ces deux mots de la fin. Je retiens donc positif et action, qui sont vraiment des mots-clés Des mots entrepreneurs. des entrepreneurs.
En tous les cas, merci d'avoir participé à cette émission Génération Entrepreneur de TV MEDEF. Merci.